L'objectif de la communication que je vous propose aujourd'hui est donc de tenter de théoriser l'utilisation de l'objet robe dans les pratiques artistiques contemporaines ayant comme parti pris la performativité du genre, se plaçant ainsi dans la continuité du travail de Claude Cahun et Marcel Moore. Pour cela, j'ai établi un corpus d'œuvres restreint, dans une limitation historique allant des années 60 à nos jours, tout en motorisant des allers-retours entre ces œuvres contemporaines et celles pionnières de Claude Cahun et Marcel Moore. Nous verrons par quels moyens plastiques, symboliques, voire politiques, la robe va questionner la notion de genre de l'artiste par un travestissement systématique, ouvrant la voie à une notion plus large, celle de la mascarade. En effet, ces pratiques du travestissement remettent en question l'utilisation de la robe, qui quitte alors son statut de symbole pour devenir semblant. Elle devient un accessoire, un déguisement, permettant d'interroger l'identité de celui ou celle qui la porte. Comment cette robe, pensée comme l'image du phallus pour celles qui ne l'ont pas chez Ludivine Beillard-Robert, est utilisée chez Cahun? Quelle va être sa place dans les pratiques contemporaines? Pourquoi et comment les hommes investissent également cette pièce de tissu? Tout d'abord, la robe est une confection en tissu, donc, associant un corset et une jupe d'un seul tenant réservé à la femme. Seuls quelques hommes sont habilités à porter une robe qui ne définit non plus un genre, mais une fonction. Avocats, prêtres, etc. La France n'a abrogé qu'en 2013 la loi du 7 novembre 1800 appelée « Ordonnance concernant le travestissement des femmes », où il était écrit « Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. » Ici, le travestissement n'est pensé que dans l'opposition, mimer l'autre sexe. Par leur exclusivité féminine, les robes, quelles qu'elles soient, deviennent des représentations du féminin, définies ainsi par le dictionnaire Petit-Larousse 2009, qui manifestent des caractères considérés comme propres à la femme. Cette définition du féminin et de la féminité est à mon sens excluante et réductrice, ne considérant l'entité femme que comme un être humain cisgenre. Elle exclut de fait les personnes transgenres, hermaphrodites, intersexuées ou neutres. En effet, elle trouve rapidement ses limites et n'est de fait pas applicable à la production photographique de Cahun, ou du moins à l'image qu'elle nous offre d'elle-même dans ses photographies. En effet, Claude Cahun va alterner de genre de manière compulsive grâce au travestissement et à la photographie, passant d'une représentation masculine, je mets des guillemets, à une représentation féminine, et enfin neutre. Elle ne se sent ni homme ni femme, mais considère que neutre est le seul genre qui lui convienne vraiment. Par son androgynie affirmée, le prénom Claude le confirme, elle s'identifie à plusieurs niveaux au sexe masculin, à l'homme, voire même à son père. Elle réalise vers 1928 un autoportrait de profil, portant une veste d'homme sur les épaules, les cheveux rasés. Cette photographie fait directement référence à une autre photographie datant de 1917, un portrait de Maurice Schwab cette fois-ci, le père de Claude Cahun. Même pose de profil, même nez, même cheveux courts. J'ai hésité hier à les superposer, mais finalement je l'ai laissé comme ça. L'identification au sexe masculin n'est donc plus approuvée. Pourtant, dans d'autres autoportraits, l'artiste se présente en femme, maquillée, parée d'atours, comme dans cet autoportrait de 1929. La robe est longue, le buste corseté. Mais en réalité, Claude Cahun ne se présente pas ici en femme, mais donne simplement l'illusion d'être une femme. Par le déguisement, elle se fait mascarade du féminin. Elle ne s'incarne jamais vraiment dans un sexe ou dans l'autre. Elle ne se fixe pas dans un genre, mais alterne de façon compulsive. Est-ce là peut-être dans cet aller-retour constant qu'elle trouve son équilibre? Par l'utilisation du travestissement dans ses photographies, Claude Cahun va ouvrir la voie au questionnement sur la notion de genre, dépassant la stricte dichotomie homme-femme. Pourtant, nous ne garderons en mémoire que les autoportraits où elle se présente en robe, là où elle semblerait incarner ou s'incarner en son sexe biologique. Ce motif de la robe va nous permettre d'interroger cette question du genre dans les pratiques contemporaines.
J'ai pour cela traité cette question en 2 axes. Le premier, le travestissement, le second, la mascarade. La conclusion parade et mascarade sera l'occasion d'ouvrir cette problématique aux pratiques masculines. Passons tout de suite au travestissement. L'autoportrait de 1929 n'est pas la seule présence de robes dans l'œuvre de Claude Cahun. On peut y recenser plusieurs robes, en commençant par cet autoportrait de 1915 où Claude Cahun est assise devant un bureau, feuilletant des livres à la manière d'une écolière, ou celui de 1916, plus orientalisant, où elle fume assise par terre en tailleur sur un tapis à poil. Une photographie de 1921, glanée dans le catalogue d'exposition de Claude Cahun au Jeu de Paume, m'interpelle par sa grande sensibilité. Elle représente Cahun et Malherbe, du coup Moore plutôt, l'une à gauche de l'image, l'autre à droite, séparées par un pare-soleil. Ici, Cahun porte une robe a priori de tous les jours, elle porte des talons, la robe est resserrée à la taille, mais le crâne est rasé. Et ce crâne rasé vient trancher avec cette féminité supposée ou présumée de l'artiste, rendant toujours impossible l'affirmation quant à son genre. Ou celui-ci de 1928, où elle se présente debout face à l'objectif, le visage recouvert d'un masque. D'autres masques ornent sa robe et sa cape, mettant ainsi en abîme les questions de l'identité multiple de l'artiste. Qui est-elle qui se cache derrière ces masques ? En 1929, le déguisement s'affiche et se dit non sans ironie. L'artiste se déguise en fée, le dos orné de grandes ailes, elle porte une jupette enfantine digne d'une fée clochette. La même année, on la retrouve dans un cimetière adossé à une pierre tombale. De nouveau en 1938, le travestissement se fait déguisement pour 2 photographies. Une où elle se présente debout, dans l'embrasure d'une large porte en bois, le visage de profil, habillée et coiffée à la grecque, parée de bijoux. Puis cette autre photographie où elle semble porter un vêtement traditionnel folklorique dans un décor de ferme. Elle porte une grande coiffe avec de larges et grandes nattes de chaque côté du visage. Enfin, en 1948, où elle n'est plus qu'un spectre fantomatique surplombant le cimetière comme un épouvantail. Par le déguisement et le travestissement, Cahun échappe toujours à une catégorisation binaire homme-femme, même dans les photographies plus personnelles, où bien qu'en robe, son crâne est rasé, venant nier à une appartenance plus à un sexe qu'à un autre. Pour bien comprendre les enjeux du travestissement chez Cahun, et comme les questions de l'identité sont aussi bien féminines que masculines, j'ai pris l'habitude de mettre en parallèle son travail avec celui de Pierre Molinier, précédemment cité, contemporain de Claude Cahun, qui lui se rêvait en femme lesbien, et qui y est mort de n'avoir pu être homme et femme à la fois. Car en effet, Cahun ne se sent ni homme ni femme, et la photographie lui permet d'alterner de genre en quête d'un certain apaisement. Molinier, lui, se sert de la photographie et des techniques de retouche pour être homme et femme à la fois, mais sur papier glacé. Il utilise aussi tout un attirail propre au travestissement pour faire croire à l'illusion des sous-vêtements féminins. Il réalisait lui-même ses chaussures, ce qui faisait du 46, etc., etc. Pourtant, chez les artistes contemporains, ce sont d'autres postures qui vont être interrogées hors du neutre de Cahun et de l'hermaphrodisme de Molinier. En effet, en 1974, dans 24 heures dans la peau d'une femme ordinaire, Michel Journiac revêt une robe et mime non sans ironie la banalité du quotidien d'une femme, depuis le réveil du mari en passant par l'exécution des tâches ménagères, le départ pour le travail, le pointage, le déjeuner, le raccord maquillage, les courses, jusqu'au retour au domicile et l'attente du retour de l'époux. Puis se déroule la soirée avec le dîner, le soir venu, dans le lit conjugal, l'entreprise de séduction du mari insocible au charme de sa femme, plongée dans la lecture de son journal. Frustrée, cette dernière se met à rêver à l'arrivée d'un amant. Journiac dira à propos de ce travail : « Je n'avais pas la prétention, en m'habillant en femme pendant 24 heures, de mettre à nu toute la complexité de la condition féminine. Je voulais plutôt illustrer un certain nombre de situations, les expérimenter avec mon propre corps, amener le public à se poser des questions, montrer aux femmes combien elles sont piégées, et aux hommes ce qu'ils peuvent faire d'une femme. » En se travestissant en femme, Journiac dénonce d'une part cette vie dominée par la routine et la médiocrité. Il souligne le caractère sclérosant de cette vie conformiste, au rythme ralenti, monotone, où à strictement parler, il ne se passe rien.
L'enfermement dans des gestes répétitifs et minimaux, le remue-ménage quotidien sont épinglés, d'où ces gestes particulièrement maniérés, appliqués, voire exagérés. Ces clichés féminins sont issus des stéréotypes véhiculés par la presse et les médias. Journiac révèle la dimension aliénante, subalterne et soumise des actions domestiques effectuées par la femme, induisant ainsi une misogynie encore prégnante dans cette société phallocrate où le mâle est partie prenante. En se travestissant, Michel Journiac remet aussi en cause les rôles et conditionnements sociaux, sexuels, dictés par un système normatif. En effet, en dénonçant une certaine oppression de la femme, cet artiste homosexuel exprime en miroir le rejet de l'homosexualité, qui, à l'époque, ne sort qu'exceptionnellement de la clandestinité ou est encore considérée comme une maladie. Autre artiste très célèbre, qui s'est fait connaître par le travestissement alors qu'elle n'était encore qu'étudiante, Cindy Sherman. En effet, elle avait pris l'habitude de se rendre au vernissage déguisé. Sa première série, les Untitled Film Still, série prolixe des années 70-80, l'a rendue célèbre et a ancré sa pratique comme un travail de falsification, de tromperie. Dans cette première série, elle reprend les codes du cinéma et incarne des héroïnes au travers de ses photographies en noir et blanc. Ces photographies où elle se met en scène semblent être des photographies de tournage de films. Pourtant, il n'en est rien. La mise en scène est fictive et Cindy Sherman devient l'héroïne d'une fiction vide. Bien qu'elle soit le modèle de ces photographies, nous ne pouvons appeler ces images des autoportraits, car en effet, elles n'y révèlent a priori rien d'elles. Elle n'y parle pas d'elles, mais des femmes en général. Interrogeons à son tour la notion d'identité. Ce n'est pas elle, Cindy Sherman, qui est montrée, mais un personnage qu'elle incarne, créé de toutes pièces. En effet, la série Untitled Film Still se compose de 69 photographies, où les femmes issues de la culture populaire sont toujours stéréotypées. Ces photos s'inspirent fortement des codes du cinéma, qu'ils soient italiens, hitchcockiens ou nouvelle vague, reprenant ainsi sur la femme des fantasmes masculins. Ces femmes fictives sont jouées par des actrices, rejouées ensuite par Cindy Sherman. Aussi l'imposture ne se dévoile pas au grand jour, la photographie étant montrée et réalisée comme une photographie de film, grâce à un certain nombre d'éléments, le cadrage, la lumière, le noir et blanc. Au fil des années, Cindy Sherman continue ses photographies, se prenant toujours comme modèle, mais elle vieillit, et ses personnages aussi. Support de son travail photographique, les personnages s'adaptent à son vieillissement à elle. Et dans les Untitled des années 2000, c'est comme si Sherman représentait les starlettes des Untitled Film Still, mais vieillissantes, has-been, ridées, outrageusement maquillées, tentant de masquer leur déchéance. Dans son travail, le costume, l'accoutrement sert donc soit à faire passer pour réel ce qui ne l'est pas, à savoir cacher l'artiste sous différents masques de femmes stéréotypées, soit à affirmer plus grossièrement l'inverse, c'est-à-dire de monter de toutes pièces des fictions. Pourtant, même si ces personnages sont tout le temps fictifs, nous ne pouvons nier la femme qui s'expose et se cache à la fois. Elle fuit sans cesse, se cache sous les différents masques de l'identité féminine, est multiple, fuit les stéréotypes tout en les prenant à son compte. Elle se cache autant à elle-même qu'à nous, se parodiant, se fantasmant. Par ce travestissement, Sherman met à jour cette fameuse mascarade du féminin. En effet, elle met un masque de femme, attire le regard, joue de la pulsion scopique pour au final mieux échapper au regard, ce qui me permet de passer à ma seconde partie, la mascarade. La mascarade serait une habileté, une capacité particulière des femmes à se cacher et à se montrer à la fois. Lacan considère que la mascarade permet aux femmes n'ayant pas le phallus de se faire phallus. Et Ludivine Beillard-Robert affirme que la robe dans laquelle se revêt la femme l'aide à se faire phallus. Je n'adopte pas cette idée du manque du phallus chez la femme, la pensant toujours comme incomplète. Mais chez ses psychanalyses, il expliquerait le rapport qu'entretient la femme avec ce tissu si chargé symboliquement. Vivant tellement douloureusement son manque, la femme chercherait en vain la robe dans laquelle elle serait à l'image parfaite du phallus. Ce serait pourquoi nos amoirs débordent de robes, toujours à la recherche de la robe phallus parfaite.
Cette robe, symbole de la féminité, deviendrait donc semblant, le semblant du phallus. Annette Messager, bien consciente de la féminité obligatoire exercée sur la femme par l'intermédiaire de la robe, va opter pour un travail de mascarade et va se faire femme. C'est en toute connaissance de cause qu'elle va reprendre les différents clichés habituellement attribués aux femmes pour réaliser ses travaux. Elle est tour à tour femme collectionneuse, femme truqueuse, femme pratique. Mais cette féminité exacerbée dont fait preuve l'artiste est comme pour la femme dans la société, je cite Lucie Rigaret, un rôle, une image, une valeur imposée aux femmes par les systèmes de représentation des hommes. Alors que la Annette Messager, collectionneuse, truqueuse, femme pratique, s'inscrit de fait dans un accomplissement féminin, avec broderie, travaux d'aiguille, menues occupations, Annette Messager, la femme, rompt avec le rôle procréateur qui lui était assigné pour être, peut-être plus fort encore, créatrice. Alors qu'elle mettait au centre de ses préoccupations plastiques le quotidien des femmes, de la femme, avec un F majuscule, d'elle-même, elle opère par sa volonté de rompre avec la norme, avec ce que l'on attend d'une femme, une scission entre ce que l'on croyait ne faire qu'un, sa vie privée et sa création. Cela renforce de manière conséquente l'idée de la mascarade de la féminité. L'artiste se fait femme, adoptant l'idée normée de la femme, effémine d'être ce qu'elle n'est pas, au profit d'une création riche, hétérogène et multiple. Annette Messager va opérer une réelle subversion du médium textile, médium intimement lié à l'histoire des femmes, et provoque ainsi une rupture avec la tradition. Dans la série Histoire des robes datant de 1990, l'artiste va mettre le féminin en boîte. Les robes ne sont pas présentées sur des mannequins, mais dans des caisses à couvercle transparent. L'absence de mannequin met ici fin au rapport à la mode et à l'obligation de s'y conformer. La robe perd sa fonction première qui est de recouvrir, cacher le corps de la femme, voiler son obscénité. Les robes utilisées sont gardées comme des reliques, l'histoire qui leur est associée épinglée comme les gravées une épitaphe dans le marbre. La robe linceul présente un féminin qui n'est plus, dégradé, répugnant, elle expose sa déchéance aux yeux de tous. Par la mise à mort symbolique du féminin, Annette Messager ouvre la voie à la création d'une nouvelle corporalité dans laquelle Marie-Ange Guillemino va s'immiscer grâce à la série Mes robes, réalisée entre 1992 et 1995. Elle va toutefois rompre avec Annette Messager en présentant les robes sur des mannequins, renoue ici avec la mode et présente des mannequins des robes, non pas de prêt-à-porter, mais des créations uniques portées seulement lors de performances. Différentes robes sont présentées derrière la vitrine, mais elles ne se découvrent, ne se dévoilent que partiellement. Présentées telles quelles, sur des mannequins, derrière une vitrine, elles existent a priori comme des robes de couturier. Ce n'est donc qu'après coup, après un temps d'observation, que le simulacre se dévoile. Marie-Ange Guillemino tente à nous donner une définition de la robe à travers le tissu, réduite alors à un défaut, un archétype, un caractéristique physique, téton, sein, nombril, transpiration. La robe transpiration est par exemple ornée de grosses auréoles aux aisselles. La robe nombril fait ressortir la proéminence de ce petit bout de peau si singulier. Ainsi, le corps féminin se pense, se modifie, s'organise pour tenter d'échapper aux stéréotypes. Par la robe cousue, déchirée, brodée, sans vie, modifiée, voire monstrueuse, comme cela peut être le cas dans cette dernière série, ces artistes mettent à mal la définition du mot robe évoquée en début de l'intervention. Ils refusent la catégorisation binaire homme-femme et ouvrent le champ à une indistinction sexuelle dans la création contemporaine qui touche aussi bien le statut de l'artiste que le caractère spécifique de l'œuvre. En effet, leur travail n'est pas issu d'une réflexion spécifiquement féminine, et cela le masque de femme derrière lequel se cache Annette Messager nous le confirme. Il n'est plus question d'évoquer une spécificité, qu'elle soit féminine ou masculine, mais bien d'abattre les distinctions entre les pratiques et les genres, c'est-à-dire d'un côté un art mineur réservé aux femmes et de l'autre un grand art qui serait masculin. Il est alors nécessaire de repenser le statut de l'artiste, hors de cette dichotomie homme-femme, par-delà son genre.
ce qui m'emmène à la conclusion, parade et mascarade. Jusque dans les années 90, la notion d'art textile, dans laquelle s'insère le travail des deux derniers artistes, reste assez indéfinie. Jusqu'alors, les différentes formes textiles étaient compartimentées et fortement liées à l'idée d'artisanat. Lors d'un symposium à Lausanne en 2009, une nouvelle définition est donnée aux diverses pratiques textiles, celui d'art textile. Ainsi, les pratiques féminines et les pratiques masculines textiles ne sont plus envisagées séparément, mais conjointement. Aussi, chez les artistes hommes, le textile est d'abord présent en tant que toile, tissu tendu sur un châssis, support à peinture. Un des premiers actes subversifs concernant ce tissu a été tout simplement de le déchasser. Pour autant, les hommes ont continué à investir le tissu bien au-delà de ce simple geste. Je prendrai ici l'exemple d'un artiste qui a confectionné un costume militaire anglais de la Première Guerre mondiale à partir d'archives d'un médecin chirurgien plastique spécialisé dans la réparation des gueules cassées. Paddy Hartley a donc réalisé cette pièce de tissu avec beaucoup de soin et d'attention. Il raconte l'histoire du soldat Spuckler défiguré au combat. Avec l'utilisation de l'armée et de la médecine, il entre à brûle-pourpoint dans un champ lexical que l'on dira masculin. Il use des stéréotypes de genre liés à ces deux professions. Pourtant, le soldat n'est pas réellement figuré, ni son arme, mais la violence meurtrière s'exprime par l'absence. Absence donnée pour le soldat. Quant à la précision, la minutie, la rigueur, elle est présente dans la réalisation de l'uniforme. En effet, celui-ci est impeccablement bien taillé, sur mesure. Pas à celle du soldat, mais à celle d'un mannequin de couture aux dimensions universelles. J'opposerai à cette parade militaire le travail de Janet Cooper qui construit, assemble une robe autour d'un champ lexical que l'on pourra dire féminin. Elle y nomme, outre la robe, la couture, la broderie, le fil. Aussi, elle va de manière voilée représenter la nudité et la sexualité féminine par un jeu de métaphores et de formes. Par exemple, les médaillons, mais qu'on ne voit pas forcément très bien, un blanc présent au niveau de la poitrine, ne sont rien d'autre que la représentation des tétons. Ce travail de représentation du corps est suffisamment délicat pour qu'il ne se dévoile qu'après coup, tout comme le simulacre de robe. Car en effet, il ne s'agit pas là d'une confection portable, mais simplement d'un assemblage prenant la forme d'une robe. Aussi, la présence de broderies, fils à coudre, boutons et de nombreuses pièces de tissu propres au raccommodage et au rapiessage ne sont pas sans évoquer les petites besognes peu gratifiantes. Les matériaux utilisés par Cooper sont des matériaux non nobles, de la toile, du fil, des vieux papiers. Cela vient pérenniser l'idée que les pratiques féminines, notamment textiles, sont de l'ordre du peu ou du presque rien. D'ailleurs, l'artiste exprime son intérêt pour le décoratif, donc le frivole, attributs qui sont exclusivement renvoyés à la femme. Car n'attribuons-nous pas la rigueur au masculin et la frivolité au féminin? Malgré cette opposition rigueur-frivolité, renvoyant en couple parade-mascarade, c'est-à-dire d'un côté la volonté de s'exposer au regard, de l'autre de le fuir, ces travaux, eux, se rejoignent pourtant sur deux points essentiels et ontologiques, à savoir le travail de mémoire et la quête initiatique. En effet, Cooper incorpore les différents éléments de la vie d'une femme et les inclut, les greffe dans ses robes. Elle crée ainsi une histoire féminine commune, grâce aux différentes formes d'intervention, broderie, couture, tricot, et s'inscrit de fait dans une histoire des femmes où la transmission est essentielle. Alors qu'en reprenant tout un pan de l'histoire par le biais de la Première Guerre mondiale, Paddy Hartley va effectuer à son tour un travail de mémoire. Il nous conte bien évidemment l'histoire de ces soldats aux gueules cassées, mais grâce aux photographies familiales brodées sur le costume, l'artiste inclut le reste de la famille, parents, enfants, neveux, etc. Et ainsi plus globalement toute la société. Ces soldats inconnus ne le sont plus, ils ont un nom, un visage, aussi défiguré soit-il, et nous remémorent ce passé commun. Aussi la robe de Cooper, par son ornementation, semble multiplier les symboles à analyser et nous délivrer une vérité. Tu seras une femme, ma fille. De plus, le titre de l'œuvre, l'accumulation de divers objets hétéroclites amassés, ne font que renforcer cette idée du voyage initiatique. Tandis que chez Paddy Hartley, la perte du nez du soldat sera le résultat de l'acquis de sa virilité.
En bref, le vêtement, qu'il soit féminin, masculin, qu'il soit robe ou uniforme, pourrait être pensé comme la matérialité d'une quête de soi, prenant parfois la forme d'une quête initiatique, entre expérience et faux semblant. Je vous remercie.